Merci beaucoup pour cette introduction et puis pour l'opportunité de pouvoir vous présenter la plateforme nationale d'épidémiosurveillance en santé animale. Je vais d'abord vous présenter le fonctionnement de cette plateforme et ensuite j'irai plus dans le détail sur deux exemples concrets d'appui qu'on apporte en matière de surveillance des maladies émergentes et je terminerai avec un retour d'expérience sur justement les modalités de surveillance de maladies émergentes. Alors, tout d'abord, un bref historique. L'histoire des plateformes, elle commence en 2010 avec les États généraux du sanitaire, qui a rassemblé l'ensemble des acteurs impliqués en matière de santé animale et végétale. L'objectif était d'identifier des pistes d'amélioration du dispositif sanitaire français. Ça a conduit à un certain nombre de propositions d'action et parmi celles-ci, la création d'une plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. Ça a été mis en œuvre de manière effective en 2011 avec la signature de la première convention de création de la plateforme ESA pour une durée de 3 ans. Ensuite, il y a eu plusieurs prolongations par avenant de cette convention. Et puis, l'autre étape majeure qu'on a eue, c'est les États généraux de l'alimentation avec une nouvelle réflexion sur les modalités de surveillance en France. Et suite au retour d'expérience positive de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, il a été décidé de lancer un dispositif similaire dans deux autres domaines que sont la santé végétale et la surveillance de la chaîne alimentaire. Et donc, depuis 2018, on a 3 plateformes d'épidémiosurveillance dans ces 3 domaines. Alors, le champ de compétences de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale, c'est la surveillance. Il en est de même pour les 2 autres plateformes. Donc, on va mener des travaux de surveillance et on va analyser des données de surveillance. Par contre, on ne va pas faire d'évaluation du risque, on ne va pas faire de travaux de référence, on ne va pas mener de travaux de recherche non plus, on ne fait pas de la gestion de risque. Ce n'est pas notre champ de compétences. Par contre, on est en lien très étroit avec ces domaines parce que les données de la surveillance viennent bien évidemment nourrir ces domaines-là. Et puis, en retour, on est très intéressé au sein de la plateforme pour mener nos travaux en matière de surveillance sur les résultats qui sont obtenus dans ces différents domaines de compétences. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir cette synergie entre ces différents domaines, même si chacun garde ses propres actions dans son domaine. Et pour cela, de manière concrète, ça se voit dans la composition de nos groupes de travail où on va retrouver des acteurs provenant de ces différents secteurs. Alors, l'objectif de la plateforme, c'est d'améliorer l'efficience de la surveillance. Pour ça, on a 3 grands types d'actions. On apporte un appui pour développer, adapter et promouvoir des dispositifs de surveillance. On exerce également une activité de veille sanitaire à la fois nationale et internationale. Et puis, on analyse les données de surveillance pour réaliser des synthèses sur la situation épidémiologique d'un certain nombre de dangers sanitaires. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on apporte un appui technique aux différents dispositifs de surveillance qui nous sollicitent, mais par contre, on n'a jamais un pouvoir décisionnaire pour ces dispositifs de surveillance. C'est bien les gestionnaires de ces dispositifs qui gardent un pouvoir de décision de mettre en place ou pas une action concernant leur dispositif qu'on aurait pu leur suggérer. Alors, la plateforme ESA, comme les 2 autres plateformes, c'est une approche innovante sur plusieurs aspects. Le premier, c'est le fait qu'on a une gouvernance qui est partagée entre les acteurs du public et du privé. Alors, notre organe de gouvernance, c'est un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, c'est lui qui va décider de l'orientation des travaux menés dans le cadre de la plateforme. Et il est composé d'acteurs du public. On va retrouver, par exemple, les autorités sanitaires. Donc, pour nous, c'est le ministère en charge de l'agriculture. On va avoir des organismes scientifiques. On va retrouver l'ANSES, le CIRAD, l'INRAE, Santé publique France. Des représentants des laboratoires publics vétérinaires avec la DILVA, qui sont des acteurs majeurs en matière de surveillance. Les représentants des éleveurs, chasseurs et organisations professionnelles, donc aussi très impliqués, bien entendu, dans la surveillance. On va retrouver la coopération agricole, GDS France, la Fédération nationale des chasseurs. Les représentants des vétérinaires avec la SNGTV. On a également le volet faune sauvage, puisque c'est une partie importante aussi de la surveillance de beaucoup de maladies en santé animale. Là, on retrouve la Fédération nationale des chasseurs et l'Office français de la biodiversité. Et enfin, on a le secteur de la santé humaine pour tout ce qui est notamment maladies zoonotiques, avec Santé publique France qui nous a rejoints depuis le début de l'année 2022. Donc, on se retrouve dans ce comité de pilotage avec un ensemble d'acteurs qui sont très impliqués en matière de surveillance à un niveau national pour les maladies en termes de santé animale et incluant les zoonoses.
Donc, sur l'organisation, on a ce comité de pilotage qui donc définit les orientations de travail et les travaux sont de manière très concrète menés au sein de groupes de travail composés d'experts techniques. Ces groupes de travail ils peuvent avoir l'appui d'une équipe qu'on appelle une équipe en appui transversal de la plateforme, qui est composée d'épidémiologistes, biostatisticiens, informaticiens. On a aussi une chargée de communication. Et au centre, on retrouve l'équipe de coordination dont je fais partie. J'ai également 2 collègues qui m'appuient, côté INRAE et DGAL. Et on est en charge d'assurer ce lien entre le comité de pilotage, les groupes de travail, et on assure le management fonctionnel de l'équipe en appui transversal. L'autre volet novateur de la plateforme, c'est le fait que tous nos travaux, nos modalités de fonctionnement s'appuient sur 3 valeurs fondatrices de la plateforme. La première, c'est le consensus. Donc, le principe, c'est que dans l'ensemble de nos groupes de travail jusqu'au comité de pilotage, on s'assure que chaque acteur présent dans nos groupes puisse exprimer son opinion, son avis, ses attentes, ses difficultés, notamment en matière de surveillance pour ce qui nous concerne, pour qu'on puisse proposer des solutions qui répondent à l'ensemble des problématiques des différents acteurs concernés. Donc ça veut dire qu'on prend beaucoup plus de temps que si vous avez un process par vote, par exemple, à la majorité. Mais par contre, in fine, quand on propose une modification d'un dispositif de surveillance pour l'améliorer, on a quand même plus de chances que ce soit accepté par l'ensemble des acteurs parce qu'ils ont tous été partie prenante de la co-construction du process. Et puis, on a plus de chances que voilà, ce ne soit pas remis en cause. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est puissant. Les 2 autres valeurs importantes, c'est l'interdisciplinarité et la collaboration qui sont en lien avec le principe que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'avoir des liens très étroits avec les différents domaines, recherche, référence, gestion du risque. Donc, on veut vraiment avoir l'ensemble des acteurs intéressés et pertinents à inclure dans nos groupes de travail selon les sujets et à travailler vraiment tous ensemble à co-construire nos différentes solutions. Pour vous donner une idée de nos thématiques de travail et de l'importance de nos différents groupes, donc aujourd'hui, on en a 32 au sein de la plateforme qui regroupent un peu plus de 200 experts techniques qui proviennent de plus de 70 organismes différents. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a de nombreuses filières qui sont actuellement traitées au niveau de la plateforme. Donc, on a une filière apicole qui prend de plus en plus d'ampleur, la filière équine, la filière ruminant, monogastrique, la filière carnivore, une filière faune sauvage aussi qui est importante, et la filière volaille. Et on retrouve en bas des thématiques plus transversales, dont certaines sont des groupes traités dans le cadre de groupes communs à plusieurs plateformes. C'est ce que vous voyez là avec les multiples couleurs. Là, il y a les 3 couleurs, orange, vert et violet. Donc, ce sont des groupes de travail communs aux 3 plateformes. Donc maintenant, je vais passer à des cas beaucoup plus concrets et pratiques pour vous faire comprendre comment ça fonctionne la plateforme et qu'est-ce qu'on fait de manière voilà, très pragmatique. Donc le premier exemple, c'est l'appui qu'on apporte à un dispositif de surveillance pour la détection d'émergence en filière bovine. C'est le dispositif OMAR, l'Observatoire de la mortalité des animaux de rente. Alors, ce dispositif, au départ, c'est parti d'un projet de recherche. Donc, ça vous permet de vous montrer le lien et cette synergie entre la surveillance et la recherche. Donc, c'est un travail de thèse qui avait été mené par Jean-Baptiste Perrin de 2008 à 2012, qui a permis de faire la preuve de concept de la pertinence d'utiliser des données de mortalité bovine pour détecter des maladies émergentes et quantifier des surmortalités. Donc, lui, il avait regardé ça notamment sur la crise FCO, fièvre catarrhale ovine à l'époque. Donc, suite à cette preuve de concept positive, il a été décidé de mettre en place de manière opérationnelle et plus dans un volet recherche, un dispositif de surveillance syndromique basé sur ces données de mortalité bovine. Et il a été demandé à la plateforme ESA d'apporter un appui pour mettre en place ce dispositif. Donc ça a commencé en 2013. Donc concrètement, l'objectif de ce dispositif de surveillance, c'est de détecter des maladies émergentes qui se manifestent par de la mortalité chez les bovins. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse hebdomadaire des nombres de bovins morts. Donc ça se fait de manière automatique. On le fait à une échelle spatiale d'agrégation commune. On a pris l'ensemble de la France, on l'a divisé en environ 11 000 unités. Donc c'est une agrégation de communes. Et dans chaque agrégation de communes, on fait une modélisation temporelle des données de mortalité. Ce sont des données qui sont issues à la fois de l'EDISPAN, c'est la base de données des sous-produits animaux, de l'équarrissage,
et elles sont consolidées avec les données de la base de données nationale d'identification des bovins. Et en fait, on fait une comparaison statistique entre ce que prédit notre modèle en termes de mortalité attendue et la mortalité qu'on observe de manière effective. On a ensuite 5 algorithmes de détection avec 7 seuils différents pour chaque algorithme pour dire si la surmortalité qu'on peut constater, elle est significative ou pas, si on considère que c'est un signal anormal. Et à partir de ces différentes alertes, on va pouvoir les classifier, parce qu'on a du coup 35 signaux, et on va avoir 4 catégories d'alarme en fonction d'un niveau de gravité, allant de très faible à élevé. Donc là, par exemple, vous voyez une évolution du nombre de signaux en France apparus par semaine en fonction de la gravité, de la sévérité des alertes. Pour l'utilisateur, il a à disposition un outil qui lui permet de visualiser ses alertes. Donc, il a une carte interactive, vous voyez un exemple ici, où il va avoir représenté les zones qui sont en alerte faible jusqu'à des alertes très fortes. Et il peut, en cliquant, avoir des informations complémentaires sur les alertes, savoir par exemple si la zone était déjà en alerte sur les semaines précédentes. Et il a aussi accès à un tableur détaillant les différentes informations relatives aux alarmes et aux données associées aux bovins présents dans cette zone en alerte. On a aussi un rapport national qui est édité chaque semaine qui permet de visualiser de manière très simple la localisation des différentes alarmes en fonction de leur gravité. Donc voilà pour le premier exemple. Le deuxième, c'est la surveillance des lignages de virus influenza porcin via un dispositif qui s'appelle RESAVIP, le Réseau national de surveillance des virus influenza chez le porc. Donc, en historique sur ce dispositif, on remonte en 2009. Alors, pour ceux qui l'ont connu et qui s'en souviennent, on avait eu cette pandémie à virus influenza A mutirassortant qui était d'origine porcine, donc une pandémie, donc c'est une épidémie chez l'homme, en fait, qui s'était diffusée sur plusieurs continents. On avait eu ce virus H1N1 qui n'avait jamais été détecté chez le porc avant d'émerger chez l'homme. Et donc ça montrait quand même une certaine faille dans la surveillance, dans la filière porcine, de n'avoir détecté ça qu'une fois que ça avait atteint l'homme. Donc l'OIE, la FAO et l'OMS ont alors fait un appel pour avoir une meilleure surveillance des virus influenza porcins. Suite à ça, au niveau français, il y a eu la création du Laboratoire national de référence influenza porcin à l'ANSES, et ça a vraiment mis en lumière la nécessité de disposer d'un dispositif de surveillance en filière porcine. Et donc ça a été fait en 2011 avec le lancement de ce dispositif RESAVIP. En 2013, il y a une demande faite à la plateforme ESA pour apporter un appui à ce dispositif pour l'améliorer, voir comment on pouvait augmenter l'efficience de la surveillance de ce dispositif. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que toute cette tout ce lancement du dispositif RESAVIP et de cette surveillance en filière porcine s'est fait sans contrainte réglementaire. Il n'y avait pas d'obligation régalienne à surveiller ces virus influenza porcins. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important à noter parce que ça complexifie un peu la chose quand même. Les objectifs de RESAVIP, c'est de décrire la diversité et la dynamique des virus influenza A qui circulent chez le porc en France métropolitaine. Donc, l'objectif de ça, c'est de pouvoir améliorer les connaissances virologiques et épidémiologiques sur ces virus, d'être aussi plus réactif pour une action ciblée si jamais c'est nécessaire, et puis de pouvoir orienter aux besoins des nouveaux travaux de recherche pour augmenter encore plus les connaissances sur ces virus. Donc, c'est un dispositif de manière concrète qui est de la surveillance événementielle. On a une cogestion du dispositif par le ministère en charge de l'agriculture et la coopération agricole. Donc, ce sont des visites qui sont réalisées dans les élevages de manière bénévole par 70 vétérinaires à partir du moment où il y a des signes cliniques observés chez les porcs. Donc, c'est vraiment le principe de la surveillance événementielle, d'aller surveiller quand il y a une symptomatologie. Donc, on a environ 300 visites qui sont réalisées chaque année. L'animation du dispositif est assurée au niveau national par une coordinatrice de la coopération agricole et on a également un réseau de 16 animateurs régionaux. Les analyses, elles sont faites par un réseau de 7 laboratoires agréés qui font les analyses de première intention, c'est du virus porcin ou pas. Et puis ensuite, on a le LNR, influenza porcin, qui fait les analyses de seconde intention, donc pour aller plus loin sur la détermination des lignages de ces virus. On a un financement de ce dispositif qui est à la fois assuré par l'État et les professionnels. Et on a l'appui qui est apporté par la plateforme ESA au dispositif. Donc concrètement, notre appui, c'est d'aider RESAVIP à atteindre ces objectifs. Donc pour ça, on propose des évolutions de fonctionnement pour améliorer l'efficience. Donc on a des réunions régulières avec un groupe de travail dédié.
on fait un retour d'expérience sur la surveillance des mois précédents et on voit les points de blocage, de quelle manière on peut améliorer le fonctionnement du dispositif. On assure également un appui pour produire et valider d'un point de vue technique et scientifique les différents contenus des résultats du dispositif. Donc, l'analyse des données est réalisée et on interprète les différents résultats. Et on apporte un appui pour la diffusion d'informations avec un bulletin trimestriel et un bulletin annuel qui sont mis à disposition de tout le monde sur le site internet de la plateforme. Et là, cette année, on a même automatisé le process de production de ce bulletin pour vraiment faire gagner du temps aux acteurs du dispositif. On assure aussi l'organisation d'événements au nom de Resavip, on apporte un appui pour cela. Alors, les résultats du dispositif, de manière très rapide, en fait, depuis 2012, ça permet d'avoir une idée des lignages qui circulent sur le territoire. Et on voit là de manière assez schématique et rapide qu'on a eu un gros changement ici entre 2019 et 2020, où on a eu ce lignage H1 AVN2 qui est devenu d'un coup prédominant. Alors, quel usage? Vous allez voir, c'est en lien avec ce que je viens de vous montrer juste avant. Alors, en fait, en août 2021, il y a un patient, donc un humain pour le coup, qui est arrivé en réanimation avec un syndrome respiratoire aigu et des facteurs de comorbidité. Vu le contexte Covid-19 de l'époque, il y a eu un premier test SARS-CoV-2 qui a été réalisé, qui était négatif. Suite à ça, il y a une recherche de virus influenza aviaire, qui a été réalisé, influenza A, et il est revenu positif, mais de sous-type indéterminé. Donc, il y a eu un séquençage du génome complet qui a été fait par le CNR. Donc, ça a montré qu'on était… là, il y a eu une comparaison entre le séquençage obtenu par le CNR et les séquences obtenues par le dispositif Resavip, puisque le LNR met à disposition les données de séquençage dans la base de données internationale. Donc, ça a tout de suite matché avec un virus proche d'un virus influenza porcin qu'on avait détecté dans le cadre du réseau. Ça a permis au LNR de donner très rapidement aux collègues de santé humaine des informations virologiques, mais aussi épidémiologiques et diagnostiques sur ce virus-là, donc à la fois au CNR, Centre national de référence, et à Santé publique France. Donc, on a pu constater cette proximité entre ces deux lignages qui étaient, on avait vraiment des virus qui étaient très similaires. Et donc là est arrivée l'hypothèse, évidemment, d'une exposition de cette personne potentielle à un élevage porcin. Et en effet, cette personne, elle était intervenue de manière ponctuelle dans un élevage de porcs 4 jours avant le début des symptômes. Donc, suite à ça, il y a des enquêtes épidémiologiques qui ont été menées, à la fois côté santé humaine, par Santé publique France, l'ARS et le CNR, sur les personnes co-exposées et contacts, et ça a permis de mettre en avant qu'il n'y avait pas eu de transmission interhumaine. Et dans l'élevage incriminé, il y a l'ANSES LNR qui allait faire une enquête épidémiologique, et ça a permis de confirmer le passage d'un virus H1AVN2 à une période incluant la date d'exposition du patient. Et ça a permis de montrer aussi que c'était passé inaperçu dans l'élevage, qu'on avait un virus qui avait diffusé, mais de manière asymptomatique. Donc, ça a permis de confirmer cette infection qui est zoonotique au sein d'un élevage qui était contaminé, mais asymptomatique. Donc, ça a été signalé à l'OMS et à l'ECDC, et puis également au réseau au flux par le LNR. Donc, on a cette surveillance et cette étude finalement des virus influenza porcins qui est vraiment intéressant pour la santé publique. On voit là le gain de temps avec toutes ces informations qui ont pu être transmises très rapidement à nos collègues de santé humaine. Alors, je finirai par un retour d'expérience sur ces modalités de surveillance de maladies émergentes parce que ça soulève quand même quelques questions et quelques problématiques. Alors, l'approche que vous avez présentée au début avec le dispositif OMAR, c'est une approche syndromique. On va suivre un indicateur qui est assez peu spécifique, donc c'est quelque chose qui est vraiment assez innovant. Mais par contre, comme toute approche innovante, il faut savoir que ça nécessite beaucoup plus de temps pour être mis en œuvre parce qu'il y a beaucoup de choses à tester. Notre dispositif, il est encore en phase pilote dans certains départements, il n'est pas déployé encore au niveau national. Et ça, c'est vraiment une plus-value de la plateforme ESA parce que nous, on a la possibilité de monter des groupes de travail qui vont être pérennes dans le temps. On sait que ça va se poursuivre sur plusieurs années et qu'on peut donc s'engager dans des démarches de long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Sur l'approche syndromique, l'autre problématique, c'est ce côté non spécifique qui fait que quand on va avoir des alertes générées pour une surmortalité bovine, il va falloir aller investiguer, interpréter ces alarmes non spécifiques. Et ça, c'est assez compliqué. Ça demande une approche multidisciplinaire avec à la fois des biostatisticiens capables d'expliquer les alertes, des experts filières aussi pour comprendre pourquoi on a une alerte, des épidémiologistes et aussi des acteurs plus régaliens pour savoir à partir de quel moment ça rentre dans le champ régalien d'une maladie émergente effective.
Donc voilà, ça aussi, c'est une plus-value de la plateforme ESA avec nos groupes multidisciplinaires. L'autre point sur cette surveillance des maladies et des virus émergents, alors ça, c'est valable pour OMAR et puis pour Resavip que je vous ai présenté, c'est que par principe, on ne va rien détecter pendant de nombreuses années. Et on espère bien ne rien détecter pendant de nombreuses années. Mais ça entraîne certaines difficultés pour maintenir une motivation des acteurs impliqués dans ces dispositifs pendant qu'on ne détecte rien, c'est-à-dire pendant qu'on n'a que des fausses alertes. C'est aussi une grande difficulté pour convaincre les décideurs à financer sur le long terme ce type de dispositif, où ils vont nous dire, mais finalement, à quoi ça sert? Ça ne génère jamais des vraies alertes, pourquoi on les maintient? Il y a aussi le cadre réglementaire qui n'est pas du tout trivial pour l'investigation, parce qu'on est avant une confirmation effective d'émergence, et là, on est un peu dans un trou juridique quand même, qui peut être un petit peu compliqué pour aller faire des investigations terrain de ces suspicions. Un autre aspect du retour d'expérience, quand même, pour être positif, parce que même s'il y a des difficultés, il y a quand même des choses en termes de retour d'expérience qu'on a eu sur la plateforme avec des idées, en tous les cas, de solutions ou d'aides. Alors, pour Omar, nous, on s'est beaucoup aidé des effets collatéraux positifs. En montant ce dispositif, on a valorisé les données de mortalité à des fins de surveillance d'émergence, mais on s'est aperçu qu'elles avaient un usage, elles pouvaient avoir un usage très intéressant à d'autres fins, notamment protection animale, et elles sont utilisées aujourd'hui avec des indicateurs qu'on produit dans le cadre d'Omar dans 6 autres outils pour faire de l'inspection basée sur le risque pour les services de l'État, et ça permet aussi d'appuyer leurs procédures judiciaires avec des éléments factuels. Ça a aussi permis une amélioration de la qualité des données, à la fois équarrissage et BDNI, via différents allers-retours avec les fournisseurs de données. Et ce sont des données qui sont utilisées pour d'autres actions qu'Omar, donc c'est aussi bénéfique pour les autres usages. Et puis, bon, je finis sur un petit point pour Omar, c'est l'expérience, malheureusement, de l'impact d'un arrêt du dispositif. On a été contraint d'aller jusqu'à arrêter le dispositif faute de moyens à un moment. Et là, ça a permis de montrer l'importance de l'usage du dispositif et de relancer une motivation pour obtenir un financement. Et puis pour Resavip, on a eu ce cas humain récent. Alors voilà, c'est quand il ne se passe rien, c'est compliqué, mais dès qu'il se passe quelque chose, il faut vraiment en profiter pour ça permet de resensibiliser sur l'intérêt du dispositif. Il faut vraiment garder ça en mémoire et être en mesure de ressortir cette information aux décideurs quand ils auront des doutes, de dire si, souvenez-vous, telle année, ça a vraiment été utile. Voilà, ça c'est toujours quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Et puis pour les deux volets, là, Omar et Resavip, le contexte Covid-19 a quand même un effet très positif pour nous. C'est que ça remet en avant l'importance d'anticiper, de surveiller le plus en amont possible tout risque d'émergence. Et donc là, on peut avoir un soutien politique quand même très favorable en ce moment. Donc, il faut en profiter tant que c'est le cas. Voilà, donc pour conclure cette présentation, voilà, ça reste quand même un combat permanent pour convaincre de faire de la surveillance de maladies émergentes. Mais voilà, faut pas arrêter d'y croire parce que c'est vraiment des dispositifs qui sont intéressants et importants pour les filières. Merci beaucoup de votre attention et je reste disponible pour vos questions. Merci Céline pour ton exposé très riche et très éclairant. Alors, est-ce que Christine, nous avons des questions qui sont survenues au cours de la présentation dans le bouton Q&A? Alors, pour le moment, il n'y en a pas, mais il peut encore en venir. Ça veut dire, merci beaucoup Céline, ça veut dire que c'était une présentation très, très claire. Donc, il est encore temps de poser vos questions. Peut-être en attendant que les imaginations se débrident. Moi, j'avais deux questions. Alors, en fait, d'une part, tu nous as dit ce sont les gestionnaires des dispositifs de surveillance qui finalement décident. Et en fait, ça m'intéresse de savoir, enfin, on a entendu les valeurs de consensus, etc. Et en fait, est-ce qu'on peut avoir un petit peu des précisions, Céline, sur finalement quels sont les dangers qui sont surveillés et pourquoi ces dangers-là ont été choisis, un petit peu le résultat de tout ce processus de décision. Je trouve que ça serait, tu nous l'as montré, mais voilà, rapidement. Donc, comment vous avez abouti à cette cartographie? Et puis, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les autres pays européens, chez nos voisins? C'est quoi les dispositifs qui existent, qui ressemblent ou qui sont un peu différents en matière de surveillance? Ok, alors je vais répondre en premier à la deuxième parce la réponse est assez simple, à moins que quelqu'un ait une information, mais pour nous, il n'y a rien d'autre qui existe au niveau européen.
On a fait un événement assez récent là, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, où on avait invité des personnes d'autres pays. On s'est dit que s'il existait quelque chose qu'on n'avait pas encore détecté, peut-être que là, on aurait l'information. Il n'y a personne qui nous a dit qu'il y avait une démarche similaire qui existait dans un autre pays. Donc, à ma connaissance, ça existe qu'en France. Après, c'est toujours délicat de savoir si c'est parce qu'on n'a pas trouvé ou si ça n'existe pas vraiment. Mais voilà, à ma connaissance, ça n'existe pas en Europe et ni ailleurs d'ailleurs. Et après, sur pourquoi on aboutit finalement à cette représentation qu'on voit là sur les thématiques. Alors, au tout départ, là, en 2011, au moment du lancement de la plateforme, clairement, la priorité, elle a été faite sur, à l'époque, ça existe encore, les maladies réputées contagieuses qui sont devenues les dangers sanitaires de première catégorie. D'ailleurs, des maladies qui sont réglementées de la manière la plus forte au niveau français. Alors, ça rejoint de toute manière, alors, à la fois parce que c'est important pour le ministère de l'Agriculture, qui est gestionnaire, qui est fortement impliqué sur la plateforme, à l'origine aussi du lancement de la plateforme, de travailler sur ces thématiques-là. Et ça rejoint les priorités des filières, parce que si une maladie est fortement réglementée, c'est qu'elle a un fort impact sur les filières et que ça pose beaucoup de problèmes aux filières. Donc, finalement, les priorités, elles étaient quasiment établies par la réglementation. Donc, on a suivi ce principe-là. Et puis après, ça s'est fait au cas par cas, en fait, quand il y a eu des sollicitations de la plateforme pour monter des nouveaux outils comme Omar ou Resavip, ou là, pour, par exemple, les filières apicoles, il y a des groupes qui se sont lancés parce qu'au CNOPSAV, Comité national d'orientation de la politique de… Je ne sais plus exactement ce que veut dire le sigle, mais en gros, c'est l'organe consultatif qui définit les différentes orientations sanitaires avec toutes les instances qui sont représentées sur le volet santé animale. Et voilà, il y avait eu une forte demande qui est des actions de mener en matière de surveillance abeilles. Donc, ça avait lancé, par exemple, une enquête nationale mortalité hivernale qui devait être ponctuelle. Donc, on avait fait un gros projet ponctuel pour ça. Et puis, finalement, ça a plu à la filière qui a demandé à ce qu'on la reconduise. Et du coup, depuis, c'est devenu un gros pérenne. Et chaque année, on refait, par exemple, cette enquête. Donc, voilà, les sollicitations, elles viennent soit des acteurs directement, soit c'est le ministère, soit c'est les organismes membres. Et puis après, maintenant, on a vraiment une problématique de priorisation parce qu'on a beaucoup de sollicitations finalement. Donc là, par exemple, on arrive à nous demander, mais pourquoi vous ne faites pas les poissons? Pourquoi vous ne faites pas les mollusques? Voilà. Mais en fait, on ne peut pas tout faire. On a notre équipe en appui transversal. Là, ce n'est pas non plus 20 agents. Hein. Puis nous, au niveau coordination, il faut aussi qu'on suive pour arriver à coordonner tous ces travaux. Et donc ça atteint une certaine limite et on préfère quand même en faire… faire le juste quantité pour le faire bien plutôt que de trop faire et finalement rien faire, quoi. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat pour voir s'il y a des synergies entre cette plateforme et l'initiative Présode. Alors, j'ai été sollicitée en tant que coordinatrice de la plateforme pour intervenir dans une des présentations Présode. Donc, on suit ça, mais pas de manière très directe. Voilà, donc il y a des liens, mais ce n'est pas non plus des liens quotidiens. Voilà, je n'ai pas plus d'éléments là-dessus. D'accord, ça viendra peut-être. Hein, parce que je pense oui, ça viendra peut-être. Ouais. Après, est aussi à son démarrage. D'accord. En tous les cas, on a été identifié par Présode comme un acteur associé. Quoi. Ok, je ne vois pas d'autres questions apparaître. Moi, j'en aurais une, si c'est possible. Vas-y, Christelle. C'est par rapport à un outil tel que la plateforme, on imagine que ça nécessite de nombreuses compétences, des ressources humaines, des ressources informatiques, de façon conséquente vu le nombre de sujets que vous traitez. Et ma question porte sur les sources de financement pour faire fonctionner la plateforme. Quelles sont les origines? Est-ce que vous avez un ordre d'idée du coût associé pour faire fonctionner un dispositif de cette ampleur avec le rythme, le régime qu'a la plateforme actuellement? Alors, en termes de financement, en fait, il y a eu une grosse différence entre l'avant et l'après 2018. Avant 2018, c'était vraiment, en termes d'appui transversal en tous les cas, il n'y avait pas vraiment de poste dédié. Il y avait le poste de Didier Calavas, mon prédécesseur, qui était fléché plateforme ESA. Donc, ça veut dire que la DGL, sous convention avec l'ANSES, disait qu'il y avait un des postes de l'ANSES qui est affecté à ça.
concrètement. On avait un demi-ETP pour la veille sanitaire internationale et il y avait une convention, donc financement ministère aussi, pour payer un ETP, enfin un agent, pardon, temps plein, au niveau du CIRAD pour la veille sanitaire internationale et c'était tout. Et donc après, 2018, il y a eu un grand changement parce que là, il y a eu un financement très fort du ministère pour ouvrir des postes qui sont des postes INRAE, donc c'est vraiment des postes pérennes de fonctionnaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut aussi se projeter d'une manière beaucoup plus confortable dans l'avenir pour ces équipes en appui transversal avec deux postes de biostatisticiens, un poste d'épidémio et puis un poste de chargé de communication que nous maintenant on mutualise avec la plateforme surveillance de la chaîne alimentaire qui n'en avait pas. Et puis, on a un poste d'informaticien. On avait normalement un deuxième poste d'épidémio qu'on a décidé de transformer en poste d'informaticien quand l'épidémiologiste est parti. Parce que justement, comme tu le disais, c'est hyper important d'avoir des ressources informatiques parce que si on peut avoir 300 personnes, si on n'a pas de système d'information qui fonctionne, on ne pourra pas faire grand-chose en matière de surveillance. Donc là, on est en train de recruter notre deuxième informaticien. Donc le coût, il est lié à ce nombre de TP, donc c'est quand même un coût assez conséquent. Et puis après, il y a tout le coût lié aux experts techniques qui participent dans nos groupes. Donc pour ceux qui sont dans des groupes EFSA ou ANSES, vous voyez à quoi ça pourrait correspondre en tarif horaire. Mais ça, c'est du bénévolat, entre guillemets, des personnes qui participent dans nos groupes, où c'est leur organisme d'appartenance qui accepte de nous les prêter, entre guillemets, pour participer à nos travaux de groupe. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de collaboratif où les gens, ils acceptent de venir. Ils acceptent aussi certainement parce qu'ils y retrouvent, ils y retrouvent de l'intérêt aussi pour eux. Hein. Quand je parlais de synergie surveillance-recherche, des fois, ça peut aussi aider à faire connaître des acteurs de la recherche entre eux, des collaborations qui peuvent naître, et puis connaître des données qui existent dont ils n'avaient pas connaissance, qu'ils pourraient valoriser, etc. Donc, voilà. Puis il y a vraiment, dans les groupes, il y a une bonne ambiance, c'est hyper ouvert en termes de dialogue. Donc, rien que d'échanger sur la situation sanitaire, sur les maladies concernées, de ce que j'en vois en participant aux réunions, les experts, ils aiment bien déjà rien que cet aspect-là. D'accord, merci Céline pour cette réponse très claire, très riche. Donc vous montez progressivement en puissance. Oui, mais là, je pense qu'on ne montera pas plus parce que les finances du ministère sont quand même assez limitées. Donc, il faut qu'on fasse avec les moyens. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on priorise. On a lancé toute une réflexion d'ailleurs de comment prioriser. Ce n'est pas simple de trouver une méthode de priorisation. Mais voilà, on fait au mieux, on essaye d'optimiser nos moyens disponibles en tous les cas.